Au cœur des collines du Latium se trouve un lac circulaire entouré de forêts denses, un lieu silencieux et chargé de mystères que les anciens Romains considéraient comme sacrés. Ce lac, appelé Miroir de Diane, est devenu l'un des endroits les plus fascinants de l'histoire impériale à cause d'un projet extravagant lancé par l'empereur Caligula. Sur cette eau immobile, à l'abri des regards, Caligula fit construire 2 barges gigantesques, véritables palais flottants qui témoignaient d'une richesse et d'une ambition technique unique dans l'Antiquité romaine. Les fouilles menées en 1929 et 1930 par Guido Uccelli ont révélé des navires mesurant plus de 70 mètres de long, munis de planchers en marbre, de colonnes décoratives, de statues de mosaïques et même de systèmes hydrauliques impossibles à imaginer pour un navire. Ces découvertes, longtemps enfouies sous la vase du lac, ont immédiatement relancé une question qui hante les historiens depuis des siècles. Ces barges servaient-elles vraiment de théâtre à des fêtes nocturnes luxurieuses et à des scènes sexuelles organisées par Caligula Suétone, auteur du 1er siècle, décrit Caligula comme un souverain instable, séduit par le pouvoir absolu et passionné par les spectacles où luxe, nourriture et plaisir se mélangent. Dans son œuvre Les vies des 12 Césars, il affirme que l'empereur aimait organiser de grands banquets et n'hésitait pas à transformer les femmes nobles en instruments d'un divertissement provocateur. Selon Suétone, Caligula fit équiper des navires construits comme des maisons pour y tenir des fêtes obscènes. Mais ce récit soulève un problème essentiel. Suétone écrit plusieurs dizaines d'années après la mort de Caligula, dans un contexte où les empereurs haïs étaient souvent accusés d'excès sexuels pour justifier leur chute morale. D'autres auteurs antiques, comme Dion Cassius, ajoutent que Caligula utilisait les fêtes comme des armes politiques. Il changeait les places à table pour humilier, offrait des épouses de sénateurs à des hommes de basse condition, et utilisait le plaisir comme un langage pour rappeler sa supériorité. Mais aucun auteur ne dit clairement que ces scènes se déroulaient sur le lac de Nemie. Pourtant, les preuves archéologiques montrent que quelque chose d'exceptionnel se passait sur ces navires. Les barges possédaient des structures permettant de fixer des tentures lourdes, des anneaux pour attacher des décorations, des planchers modulables qui pouvaient être transformés selon les besoins. L'une des barges possédait même un système de chauffage par hypocauste, une prouesse technique rarissime sur une embarcation. Ces éléments montrent que les navires n'avaient pas été conçus seulement pour des cérémonies officielles. Le choix du lac de Nemie est également crucial. Ce lieu était associé à la déesse Diane Nemorensis, divinité liée à la lune, à la fécondité et à la protection des rites secrets. Plusieurs chercheurs, comme Karine Green, pensent que Caligula voulait s'engager dans une forme de cérémoniel personnel ou religion, pouvoir et sensualité se mêlaient. Le lac, isolé, sacré, contrôlé par l'empérure seule, était un lieu idéal pour des rites nocturnes. Dans l'Antiquité, beaucoup de cérémonies sacrées comportaient des danses, des chants, des torches, des gestes symboliques qui pouvaient être interprétés plus tard comme des actes charnels. Cela ne prouve pas l'existence d'une orgie, mais cela explique comment le mythe a pu naître. Un autre problème se pose, la destruction des barges en 1944 lors d'un incendie. Une grande partie des éléments organiques, comme les tentures, les meubles, les peintures murales et les objets plus fragiles, a disparu. Ce qui reste ne représente qu'une petite fraction de l'aménagement initial. Malgré cela, les fragments retrouvés, notamment les sculptures en bronze, les décorations en marbre et les charpentes sophistiquées, montrent que ces navires constituaient de véritables salles de réception flottantes. Le décor était parfait pour impressionner, surprendre ou ensorceler ceux qui avaient le privilège d'y être invités. La question donc n'est pas simplement de savoir si Caligula organisait des orgies, mais de comprendre comment le mythe est né. Suétone met en avant la luxure pour démontrer la folie de l'empereur. Pour comprendre si les barges du lac de Nemie ont réellement été le théâtre de pratiques sexuelles orchestrées par l'empereur Caligula,
Il faut explorer un aspect essentiel souvent méconnu, la structure intime du pouvoir impérial et la manière dont le plaisir servait d'outil politique au sein de la cour julio-claudienne. Dans l'Antiquité romaine, les banquets et les cérémonies privées n'étaient pas de simples divertissements. Ces moments constituaient des instruments de contrôle, des espaces où les élites étaient mises à l'épreuve, testées, observées, manipulées. Philo d'Alexandrie, auteur contemporain de Caligula, décrit un souverain capable des transformations soudaines, mêlant brutalité, sarcasme, théâtrale arrogance et jeu psychologique. Selon lui, Caligula aimait modifier les règles à la dernière seconde, imposer des humiliations subtiles, exiger des gestes de soumission déguisés en divertissement. Cette notion est cruciale pour comprendre comment les rites privés pouvaient évoluer vers des scènes ambiguës, où plaisir, peur et pouvoir se confondaient. Selon Suétone, Caligula ne voyait aucune limite entre la vie publique et la vie intime. Les femmes nobles, les danseuses, les musiciens, les serviteurs et même les sénateurs pouvaient devenir des pièces d'un spectacle où l'autorité impériale se mettait en scène. Plusieurs passages antiques disent que Caligula demandait aux hommes de regarder leurs épouses dîner avec lui, les examiner du regard, puis décidait de les emmener se divertir dans une pièce séparée, revenant ensuite pour commenter leur performance comme un critique de théâtre. Ce comportement, humiliant et provocateur, n'était pas une simple passion sexuelle, mais un moyen de rappeler à chacun que l'empereur détenait un pouvoir absolu sur les corps, les mariages, les honneurs et les lignages. Lorsque l'on replace ces pratiques dans le décor des barges de Nemie, on comprend pourquoi ce lieu isolé a pu devenir un symbole de démesure. Sur le lac, loin des oreilles indiscrètes, entouré de prêtres du sanctuaire de Diane et d'une garde loyale, Caligula pouvait pousser encore plus loin ses mises en scène. Une dimension essentielle à laquelle peu de gens pensent est le rapport que Caligula entretenait avec la religion. Dion Cassius raconte que l'empereur aimait se déguiser en divinité, parfois en Apollon, parfois en Bacchus, parfois en Vénus elle-même, une provocation choquante pour les Romains. Il utilisait des parures, des couronnes, des robes précieuses pour jouer des rôles dans des cérémonies qui ressemblaient autant à des rituels religieux qu'à des spectacles théâtraux. Sur les barges, l'autel retrouvé lors des fouilles et les fragments de statues laissent penser que certaines salles servaient à des cérémonies nocturnes. Le culte de Diane Nemorensis impliquait des rites lunaires, des processions autour du lac et parfois des danses sacrées. Si Caligula fusionnait ces rites avec ses propres fantasmes, alors les barges pouvaient devenir des décors où sensualité, symbolisme et politique se confondaient naturellement. Mais il est crucial de rappeler que aucune source contemporaine ne décrit une orgie explicite sur les barges. Les passages évoquant des banquets obscènes ne mentionnent jamais Nemie. Pourquoi alors le mythe cesse-t-il imposé ? La réponse se trouve dans les dynamiques politiques et sociales après la mort de Caligula. Lorsque l'empereur fut assassiné en 41 après JPC par des membres de la garde prétorienne, un besoin immédiat s'est fait sentir. Expliquer moralement son élimination. Dans l'histoire romaine, la chute d'un souverain était souvent justifiée par la mise en avant de ses vices. Plus un empereur était détesté, plus sa sexualité était décrite comme monstrueuse. C'est pourquoi les accusations de débauche se multiplient après sa mort. Tibérée avait déjà été accusé de scènes immorales à Capri. Néron sera plus tard accusé de toutes sortes de perversions. Caligula, placé entre ces deux figures, n'a pas échappé au même traitement. Les barges de Nemie, découvertes 1900 ans plus tard, ont donné une matérialité spectaculaire à ces récits hostiles. Leur luxe extrême a nourri l'imagination moderne. Tentures lourdes, marbre luisant, salles larges, surface modulable, systèmes sophistiqués, tout cela semblait correspondre à des fêtes nocturnes somptueuses. Pourtant, il existe une autre hypothèse sérieuse, celle des rituels syncrétiques.
Certains historiens pensent que Caligula associait des gestes symboliques à ses banquets. Les danses, les chants, les manipulations d'objets sacrés pouvaient paraître étranges ou choquants pour des témoins extérieurs. Avec le temps, ces rites auraient été transformés en récits sexuels. Il est aussi possible que les barges aient accueilli des invités triés sur le volet. Favoris, artistes, matrones flattées ou contraintes, serviteurs spécialisés, personnes choisies pour leur beauté ou leur rôle politique. Dans un espace clos, contrôlé et luxueux, la marge entre cérémonial et sensualité était mince. Enfin, il faut mentionner un élément rarement évoqué, l'autonomie spatiale. Sur le lac, Caligula ne dépendait d'aucun regard institutionnel. Pas de sénateurs, pas de patriciens, pas de serviteurs hostiles. La seule autorité présente, c'était lui. Dans un tel contexte, la possibilité de scènes ambiguës, dérangeantes ou érotiques devient beaucoup plus plausible, même sans preuve directe. Pour aller au bout de cette enquête, il faut désormais étudier ce qui se déroulait réellement à l'intérieur de la cour impériale, comment les témoignages ont été fabriqués, et ce qu'à eux les rites de Diane signifiaient pour Caligula. C'est ce qu'eux nous explorerons dans la partie suivante. Pour comprendre comment les récits liant Caligula aux orgies de Neumi ont pris forme, il faut maintenant explorer le cœur même de la cour impériale. Un monde de rumeurs, de complots, de rivalités et de récits fabriqués dans l'ombre. Dans l'Antiquité romaine, la parole circulait comme une arme. Les courtisans, les sénateurs, les affranchis, les serviteurs, tous entretenaient des récits qui pouvaient faire ou défaire un destin. L'empereur observait, mais il était aussi observé, analysé, interprété. Le moindre geste pouvait devenir une rumeur, un signe, un présage, selon Suétone. Caligula était l'un des souverains les plus surveillés de son temps. Sa manière de se nourrir, de s'habiller, de regarder, de rire, tout était scruté par des gens qui cherchaient à comprendre s'il était fou, dangereux ou simplement imprévisible. Ce climat de méfiance permanente est essentiel. Il explique comment des récits flous ont pu se mélanger à des faits réels pour produire des histoires extravagantes. L'un des mécanismes les plus puissants de l'histoire romaine est que les ennemis politiques transformaient souvent les excédés d'un empereur en spectacle de luxure pour le discréditer. Cette technique était particulièrement efficace car la morale publique romaine condamnait sévèrement les abus sexuels et considérait la démesure comme un signe de tyrannie. Ainsi, lorsque Caligula humiliant publiquement un sénateur en changeant sa place à table ou en faisant un commentaire sur son épouse, ce geste pouvait être exagéré par la rumeur jusqu'à devenir un récit de débauche. Les premiers témoins parlaient d'une scène provocante, les seconds parlaient d'une relation suggérée, les troisièmes parlaient d'une orgie. Et ainsi le récit se transformait. Il faut aussi comprendre que Suétone et Dion Cassius écrivaient dans un contexte particulier. Ils appartenaient à une période où, on considérait les empereurs Julio-Claudiens comme moralement défaillants. Néron, Tibéré, Caligula, tous étaient dépeints comme des monstres. Le lecteur moderne doit donc analyser leurs récits avec prudence. Par exemple, lorsque Suétone dit que Caligula se couchait avec les épouses des sénateurs, il le fait sans donner de preuves, sans témoins, sans détails précis. Ce type de phrase servait avant tout à choquer et à rappeler que l'empereur avait franchi toutes les limites. Mais un élément peu connu éclaire ce mécanisme, les archives judiciaires de l'époque. Plusieurs tablettes retrouvées montrent que Caligula punissait sévèrement ceux qui colportaient des rumeurs sur lui. Cela prouve que ces récits circulaient largement. Et plus ils circulaient, plus ils grossissaient. À cela s'ajoute la position particulière des barges de Neumi. Leur existence physique, leur luxe spectaculaire, leur isolement géographique, tout cela constituait un décor idéal pour que les rumeurs y projettent des scènes imaginaires. Lorsque l'acte était évoqué, on parlait d'un lieu sacré, protecteur de mystères et de rites. L'association entre un lieu sacré et un empereur perçu comme provocateur donnait naissance à des récits puissants. Il faut aussi rappeler
que la culture romaine aimait exagérer les scènes sexuelles pour souligner les travers d'un personnage. Lorsqu'un empereur était au nid, on racontait volontiers qu'il organisait des banquets obscènes, même si ces scènes n'étaient que des embellissements de faits mineurs. Pour illustrer cela, les historiens comparent souvent les récits sur Caligula à ceux sur Tibérée ou Néron. Tibérée, par exemple, était présenté comme un homme entouant de jeunes garçons sur son île de Capri. Pourtant, aucune preuve physique n'existe. Pour Néron, on racontait qu'il imitait des scènes mythologiques obscènes sur scène. Encore une fois, absence totale de preuves matérielles. Ce fonctionnement culturel explique pourquoi, lorsque les barges de Neumi ont été découvertes, les récits anciens ont repris de la force. Le public moderne a vu dans ces navires la confirmation d'un récit qui n'était peut être qu'à une construction politique. Un autre point crucial concerne le culte de Diane. Plusieurs textes anciens, comme ceux de Strabon et de Properce, décrivent les rites nocturnes du sanctuaire. On y trouve des danses, des offrandes, des chants, des processions autour du lac. Certains rites étaient réservés aux initiés et comportaient des gestes symboliques liés à la fertilité. Pour un Romain du 1er siècle, ces rites étaient sacrés. Mais pour un auteur postérieur cherchant à discréditer Caligula, il suffisait d'allusions pour transformer ces gestes en récits sexuels. L'association entre un empereur en quête de puissance divine et des rites lunaires a suffi à faire émerger la légende. Les historiens modernes soulignent aussi un détail souvent ignoré. Beaucoup des récits les plus scandaleux sur Caligula proviennent de sources hostiles à sa famille. Sénéca, par exemple, parle de lui comme d'un tyran hystérique, mais Sénéca avait été exilé par Caligula. Dion Cassius, lui, écrit 2 siècles plus tard, dans un contexte de haine généralisée envers les empereurs despotes. Leurs paroles n'est pas neutres. Enfin, il faut aborder la question de la mémoire impériale. Lorsque un empereur était assassiné, son successeur avait intérêt à effacer ou ternir son image pour asseoir sa propre légitimité. Dans ce cas précis, Claude, qui succède à Caligula, n'est pas intervenu pour corriger les rumeurs. Cela signifie peut-être qu'il trouvait utile que Caligula soit vu comme un monstre moral. Ainsi, la combinaison entre rumeurs de cour, récits hostiles, imaginaire religieux et propagande politique a façonné la légende des orgies nautiques. Mais pour savoir si quelque chose de réel s'est produit, il faut désormais entrer dans les rites eux-mêmes et comprendre ce qui se passait vraiment à bord. C'est ce qu'eux nous explorerons dans la partie finale. Pour démêler définitivement ce qui relève du mythe ou de la réalité, concernant les orgies supposées de Caligula sur les barges du lac de Neumi, il faut maintenant rassembler tous les éléments étudiés et les confronter à ce qu'eux l'archéologie et les chercheurs modernes considèrent comme plausible. Le premier point essentiel est que les barges de Neumi constituent l'un des ensembles nautiques les plus luxueux jamais construits dans l'Antiquité. Les analyses techniques menées après leur extraction ont montré la présence de systèmes de chauffage, de dallage en marbre, de colonnes décoratives, de sculptures, de bronze et de mécanismes hydrauliques complexes. Aucun navire romain connu ne possédait des structures comparables. Cela confirme que ces bateaux étaient destinés à des usages exceptionnels, probablement liés à des cérémonies, des banquets ou des rituels privés. Certains chercheurs ont même suggéré que l'empereur utilisait ces navires comme un espace de représentation politique, un théâtre mobile, où il pouvait organiser des scènes symboliques pour réaffirmer son pouvoir. Le second point concerne le culte de Diane Nemorensis. Le lac de Neumi était un lieu sacré depuis des siècles. Les prêtres du sanctuaire, appelés les rois du bois, étaient connus pour pratiquer des rites réservés aux initiés. Les textes de Strabon et de Properce mentionnent des processions nocturnes, des chants rituels, des danses, des gestes liés à la fertilité et à la lune. Ce contexte mystique, combiné à la présence des barges flottantes, a nourri l'imagination des auteurs postérieurs.
Il est plausible que Caligula, qui se considérait comme plus qu'une simple humain, ait utilisé ce lieu pour fusionner symbolisme religieux et représentation impériale. Le troisième point concerne les récits antiques. Suétone, Dion Cassius et Philo décrivent Caligula comme un souverain provocateur, aimant humilier les élites, renverser les traditions et mélanger les rites sacrés avec des gestes audacieux. Ils le montrent entouré de musiciens, de danseuses, de faveurs sexuelles et d'attitudes théâtrales. Toutefois, aucun d'entre eux ne décrit une scène explicite orgie sur l'esbarge. Leur silence sur ce point est révélateur. Seals avait eu connaissance d'une orgie organisée sur un lac sacré. Ce scandale aurait été mentionné car il aurait servi leur objectif: démontrer l'excès moral de l'empereur. Leur absence de détails suggère que soit ces scènes nautiques n'existaient pas, soit elles étaient trop subtiles ou trop rituelles pour être considérées comme de la débauche dans un sens moderne. Il faut aussi rappeler que l'archéologie, contrairement aux récits, ne ment pas. Les fouilles ont montré des espaces adaptés à des banquets, mais aucune trace matérielle d'un lieu réservé à des scènes explicitement sexuelles. Pas de fresques érotiques, pas d'objets de nature sexuelle, pas de mobilier spécialisé comme on en trouve dans certains lupanars de Pompéi. Cette absence ne prouve rien, car les matériaux organiques ont disparu dans l'incendie de 1944, mais elle invite à la prudence. Le quatrième point concerne la manière dont les mythes se créent. Les Romains avaient un goût prononcé pour les récits exagérés. Lorsqu'un empereur était assassiné, son successeur laissait volontiers circuler ou amplifiait des rumeurs le présentant comme fou, cruel ou obsédé par la luxure. Cela permettait de légitimer son élimination. Dans ce contexte, Caligula, déjà considéré comme instable, était une cible parfaite. Les barges luxueuses, invisibles du public, ont offert un décor idéal pour que les générations suivantes y projettent leurs fantasmes. Ainsi est née la légende. Le cinquième point concerne l'interprétation moderne. Les historiens contemporains rappellent que la sexualité dans l'Antiquité n'avait pas le même sens moral que dans la culture actuelle. Les rites impliquant nudité, danse ou gestes symboliques n'étaient pas automatiquement jugés obscènes. Ce qui pourrait passer pour une orgie dans l'imaginaire moderne pouvait très bien être un rite sacré pour des Romains du 1er siècle. Mary Beard, spécialiste de Rome antique, insiste sur ce point. La majorité des récits choquants viennent de traditions littéraires hostiles et non de preuves. Pour autant, cela ne signifie pas que Caligula n'a rien fait de scandaleux. Son rapport au pouvoir, à la religion et au plaisir pouvait donner naissance à des scènes où sensualité et politique se mélangeaient. Mais ces scènes n'avaient pas forcément la forme d'une orgie structurée, comme celle décrite dans les fictions modernes. Ce que l'on peut affirmer avec prudence, c'est que les barges ont certainement accueilli des banquets exclusifs, accompagnés de musique, de vin, de danse et peut-être de gestes intimes. Caligula pouvait y recevoir des matrones nobles, des danseuses, des favoris, et organiser des spectacles où il jouait le rôle d'un dieu. Le décor, le luxe et l'isolement favorisaient une ambiance où le corps et la symbolique se mêlaient. Enfin, la vérité la plus pertinente est que le mythe des orgies de Neumie reflète plus la peur collective des Romains face à un souverain imprévisible qu'une réalité attestée. Le mythe était né parce que l'homme inquiétait, parce que Dieu inspirait, parce que l'Empire avait besoin d'expliquer sa chute. En conclusion, les orgies de Caligula sur le lac de Neumie sont probablement une fusion d'exagérations littéraires, de rituels réels mal compris, d'une propagande hostile et d'un décor unique dans l'histoire romaine. Il est possible que des scènes ambiguës y soient déroulées, mais rien ne permet d'affirmer l'existence des orgies organisées comme le dit la légende. Ce qui reste, c'est l'image d'un empereur qui utilisait le luxe, le mystère et la mise en scène pour renforcer son pouvoir, transformant un lac sacré en miroir de sa propre démesure.